Et sur les yokai, ici Onitaku, j'espère que vous allez bien. Dernière partie, enfin dernière vidéo introductive du débattoir, ça va, on arrive vers la fin, on s'approche de l'arrivée, ou plutôt du point de départ pour les réels débats. Mais du coup, moi comment je fonctionne pour les débats? Comment je vais fonctionner pour les débats sur cette chaîne? Du moins en général, parce que bon... Après, je vous présenterai les différentes catégories de débat. Et pour l'instant, on va déjà parler du fonctionnement général. Dans un premier temps, nous allons présenter l'univers si besoin. Parce que bon, One Piece, Fairy Tail, Naruto, tout ça. Vu la réputation que ça a, il n'y a plus réellement besoin de les présenter. Par contre, deuxième étape, une analyse sur certains termes. Donc via les analysons qui servira donc pour le débattoir. Par exemple, pour prendre l'exemple de, je sais pas moi, de Natsu, bah on va parfaitement définir ce que c'est qu'un Dragon Slayer. Tout simplement. Ou encore, mais bon, ça peut pas être forcément sur ces thèmes-là, ça peut être essayer d'éclaircir certains points sur des personnages, etc. Ensuite, troisième étape, c'est là qu'on va utiliser le débattoir pour réellement lancer le débat. En fonction du sujet que c'est, évidemment. Ensuite, quatrième étape, ce sera une réaction aux commentaires, car comme je l'ai souvent répété, le débat, c'est un échange. Il n'y a pas de raison que vous réagissiez à mes conneries, enfin, que vous réagissiez à mes débattoirs, et que moi, je réagis pas aux commentaires en fonction de comment vous avez réagi. Du coup, on peut toujours faire une vidéo, voire un live, sur la réaction aux commentaires, même si bon, pour les lives, avec ma connexion en carton... il va falloir attendre encore un peu les gars, je suis désolé. Mais enfin bref. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux différentes catégories de débat. Et on va commencer tout de suite avec le plus gros morceau, les théories. C'est les plus répandus, sans réelle concurrence. Sauf peut-être la deuxième catégorie. Mais n'empêche que cette première catégorie c'est déjà un sacré foutoir à lui tout seul. Car j'ai décidé d'utiliser une méthode qu'on pourrait qualifier de plutôt méthode scientifique plutôt que modèle théorique. Mais bon, c'est pour les théories scientifiques, donc ça passe quand même. Donc moi, je me base sur 6 étapes, tous représentées par une initiale. O, H, A, E, R, C. Du coup, pour observation, hypothèse, analyse, expérience, résultat, conclusion. Et pour être sûr qu'on parle bien de la même chose et que vous compreniez ce qui se cache réellement derrière ces mots, on va parler vite fait de ces différentes étapes, avec une petite comparaison réelle à côté. Du coup, l'observation, ça va être globalement le rassemblement d'informations. Tout simplement. Tu peux avoir le sujet, comme tu ne peux pas encore l'avoir. Car, chose importante, même si l'ordre des initiales peut définir un certain ordre, il n'en est rien, mis à part pour le C, voire le R. Vous pouvez commencer à n'importe quelle étape, à n'importe quelle lettre. Donc si ça se trouve, à ce moment-là, vous ne savez pas vraiment sur quelle théorie vous voulez travailler, et du coup vous vous contentez de relire l'œuvre pour voir éventuellement sur quoi vous pouvez faire une théorie, ou soit vous avez déjà une idée de la théorie, et du coup, vous cherchez toutes les informations possibles sur ce sujet. Par exemple, vous cherchez toutes les informations sur le siècle oublié, ou soit vous relisez juste tout simplement tous les tomes One Piece, etc. Vous lisez les databooks, vous regardez les interviews, pour voir si vous n'avez pas un petit déclic qui arrive au bout d'un moment. Ensuite, deuxième étape, l'hypothèse. C'est là que tu vas placer des mots sur ta théorie, dans le sens où, ouais, j'ai vu cette scène. Donc par exemple, on va dire qu'il a vu la scène avec Dragon sur Lockdown, et il s'est dit, et si Dragon avait le fruit du vent? Voilà. Donc globalement l'hypothèse, c'est ça. Du coup, à partir de là, vous pouvez toujours revenir à l'observation pour récolter le plus d'informations possible sur Dragon, pour voir si c'est cohérent ou non. Du moins à ce niveau-là de la théorie, bien évidemment. Ensuite, on va pouvoir passer à l'analyse. Et là, globalement, pour reprendre l'exemple avec Dragon, globalement, il faudra se poser des questions du genre: Dragon a le fruit du vent. Qu'est-ce que je théorise?
Mais le fait que Dragon ait le fruit du vent, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte au personnage? Qu'est-ce que ça va apporter à l'univers, etc., etc. Par exemple, dans le cas de Dragon, on peut se dire le vent représente la liberté, qui correspond bien justement aux révolutionnaires. Voilà, un exemple tout con. Hein. Du coup, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la conséquence de cette théorie, tout simplement. Et disons que ça peut toujours être utile pour la 4e étape, donc pour l'expérience. Où là, globalement, c'est là que tu vas confronter, c'est là que tu vas comparer ta théorie à celle des autres. Peut-être que les autres contribueront à ta théorie, peut-être que ils te révéleront des erreurs, etc., etc. Tu vas par exemple te confronter à des personnes qui pensent que Dragon n'a pas le fruit du démon, que Dragon a le fruit de l'oiseau tonnerre, etc., etc. Encore une fois, c'est assez explicite en soi. Du coup, c'est là que tu vas vraiment démontrer ta théorie à des personnes et que tu vas surtout la défendre. Tout en gardant une ouverture d'esprit. Après, bien sûr, il y a ouverture d'esprit et ouverture d'esprit. Tu essaies de défendre ta théorie, mais quand il y a quelque chose de faux, admets-le. Et garde aussi en grande partie dans ton esprit que c'est qu'une théorie, c'est une possibilité. C'est loin d'être une vérité universelle à ce stade. Le seul qui aura ce dernier mot à ce niveau-là, c'est l'auteur. Donc te casse pas la tête non plus. Tu peux accepter que d'autres personnes acceptent pas forcément ta théorie, car ils peuvent tolérer que tu as un autre point de vue par rapport à eux. Mais ça veut pas dire qu'ils seront forcément d'accord, hein, que l'on soit bien clair. Mais ils peuvent toujours. Mais bon, de leur côté, ils devront quand même un peu ouvrir leur esprit pour un peu voir où est-ce que tout cela va les mener, tout simplement. Ensuite, conclusion de l'expérience avec le résultat. C'est là que tu vas confirmer les points où tu as eu juste, que tu vas noter là où tu as eu des erreurs. Et en fonction de ces erreurs, il faudra encore que tu reviennes en arrière, ou soit ces erreurs sont incorrigeables, et du coup forcé de passer à la dernière étape, qui est la conclusion. Est-ce que la théorie est valide ou invalide, ou si vous préférez, possible ou impossible, cohérente ou incohérente. Rien de plus. Et je le répète, toutes les étapes, mis à part la conclusion et éventuellement le résultat, toutes les 4 premières étapes peuvent être un point de départ. Et encore une fois, mis à part la conclusion, peu importe à l'étape où vous êtes, vous pouvez toujours revenir en arrière, soit pour l'observation ou c'est la première étape, donc ça va être difficile de revenir plus en arrière que ça. Et du coup, l'objectif des théories, c'est vraiment de se rapprocher le plus de la vérité de l'auteur, ou serait-ce que de voir tous les scénarios possibles. Car après tout, l'auteur peut avoir sa vision, mais votre vision de la chose peut être tout aussi intéressante que la vérité que donnera l'auteur. Par exemple, si Dragon n'a pas le fruit du vent, est-ce que ça enlève vraiment le fait que s'il aurait eu le fruit du vent, ça aurait bien représenté la liberté? C'est toujours ça a toujours resté une vidéo intéressante, même si vous avez déjà une vérité. Vous pouvez toujours spéculer sur des scénarios alternatifs. Il n'y a rien qui empêche cela. Et ça, c'est important de souligner. Et d'ailleurs, en parlant de théorie, vu que le débattoir est là pour inclure les théories, mes théories que je faisais sur les analysons, elles vont probablement finir dans le débattoir. Donc des fois, il y aura majoritairement des sujets que vous aurez proposés. Mais si j'ai une théorie qui a germé dans mon esprit, c'est dans le débattoir que je mettrai dorénavant. C'est important à préciser selon moi. Et surtout que, justement, débattre sur des théories déjà existantes pour rajouter à ma pierre à l'édifice, moi je suis preneur. Je dis que ça peut toujours être intéressant. Après, ça peut être autant mettre une pierre que en enlever une. Car encore une fois, quand il faut corriger, il faut corriger. Et dans ces cas-là, j'aurais vraiment l'air d'un gros con. Enfin, surtout l'air d'un gros connard, pour le coup, d'un gros salaud, tout ce que vous voulez. Et ensuite, deuxième catégorie, qui est un peu au coude à coude par rapport à la popularité
avec les théories, c'est les combats. Donc un personnage contre un autre personnage. Et là, très important, on se base surtout sur de la théorie, encore une fois. Sauf que là, c'est pas de la théorie comme on a pu le voir précédemment. Là, c'est vraiment en théorie. Est-ce que ce personnage peut battre ce personnage? Tout simplement. C'est un peu un calcul de probabilité de gagner en soi. Par exemple, on va prendre un exemple tout con, encore une fois, que j'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo. Akainu, Kaido. Bah, est-ce que Akainu a des chances de gagner? Est-ce que Kaido a des chances de gagner? Voilà, ça s'arrête là, tout simplement. D'ailleurs, il y a... Ouais, c'est ça la moto. Ensuite, du coup, il y a 4 points principaux concernant cela. Mais on va déjà se concentrer sur le premier avec les personnages en eux-mêmes. Où il y a 3 piliers qui constituent parfaitement un personnage selon moi. Dont le premier pilier, que je représenterai par la tête de Saitama, est le corps. Donc ça va être à quel point il est fort. Est-ce qu'il peut soulever un bus? Est-ce qu'il peut détruire un building? Est-ce qu'il peut stopper une voiture qui fonce, par exemple? En gros, c'est ça la force. Après, bien sûr, s'il a des pouvoirs qui renforcent ses capacités physiques, c'est toujours bon de le préciser. Par exemple, le ki dans Dragon Ball, tout simplement. Ensuite, nous avons la défense. Donc ici, ça va être à quel point il peut résister à des attaques. Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il a donc une bonne résistance? Est-ce qu'il a des immunités à certains pouvoirs, à certaines spécificités? Si c'est naturel, bien évidemment. Par exemple, s'il s'est entraîné pendant des années à résister aux maladies et aux poisons et qu'il s'est retrouvé immunisé, c'est plutôt ici qu'on devrait le mettre, évidemment. Par contre, après, si l'immunité est plus une cause d'un pouvoir, c'est plutôt avec le dit pouvoir qu'il faudra en parler. Et ensuite, dernier point pour le corps, enfin avant-dernier point, donc ici c'est plutôt un point obligatoire, la mobilité. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est agile? Est-ce qu'il saute haut? Est-ce qu'il a une bonne condition physique? Est-ce qu'il a de bons réflexes? Etc. etc. Tout simplement. C'est toutes ces petites choses qui fait qu'un personnage est mobile et pas statique, que ce n'est pas qu'un simple punching ball. Tout simplement. Et dernier point qui est assez facultatif, car ça dépend vraiment des personnages dans ce cas-là. Par exemple pour Saitama, ce point s'appliquerait pas. Il s'agit de la race. Vous pensez bien qu'un homme poisson n'aura pas les mêmes spécificités qu'un humain, qu'un géant, qu'un homme oiseau, etc. etc. Donc, s'il appartient à une certaine race, il faut le préciser. Si cette race a certaines spécificités, il faut le préciser. Par exemple, pour les hommes poissons, il respire sous l'eau et il est bien plus puissant sous l'eau que sur la terre ferme. Encore une fois, c'est un exemple. Ensuite, deuxième pilier, les pouvoirs, que je vous représenterai ici par Hajimu Najimi de Medaka Box. Pour un truc tout con. Voyez-vous, je connais un site qui catégorise la plupart des pouvoirs existants. Autant des pouvoirs qui sont utilisés que par un personnage que des pouvoirs qui sont utilisés par la plupart des personnages. Et ben dites-vous que sur ce site, bon, si on enlève un peu les catégories, tout ça, on doit certainement arriver à peu près à 13 500 pages. À peu près. À l'heure où j'écris cette vidéo. Et bah dites-vous que Hajimu de Medaka Box a ce nombre de pouvoirs. Oui, je dis ce nom parce qu'il est hors de question que je prononce ça en fait. Ça dépasse le milliard, tu m'oublies quand on passe au-dessus des milliards les gars, vous m'oubliez. Mais bon, quand tu vois un tel truc, tu te dis, ah ouais quand même, elle a genre 1 milliard de pouvoirs, elle a 1 million de fois plus de pouvoirs qu'un wiki qui est censé tous les répertorier. Donc oui, elle représente parfaitement cette catégorie. Et du coup, pour les pouvoirs, déjà,
il faudra un peu définir un peu la catégorie de pouvoir, sur une certaine dichotomie, avec des nuances bien évidemment. Qui, en gros, la dichotomie va surtout opposer les pouvoirs bruts contre les pouvoirs axes, contre les pouvoirs pétés, broken, etc., etc. Par exemple, pour les pouvoirs bruts, que je représenterai ici par Vegeta, car jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de pouvoir particulièrement pété, car mis à part sa force, sa maîtrise du ki, c'est surtout du brut. C'est surtout là pour tout détruire. Si il peut détruire une planète, c'est pas parce qu'il a la capacité de tout détruire, mais c'est parce qu'il a la puissance nécessaire pour le faire. Il y a une petite nuance ici, n'est-ce pas? Et la deuxième est, il s'oppose tout simplement au pouvoir broken. Par exemple, ici je vais à nouveau prendre un personnage de Medakabok avec Mizogi Kumagawa, qui a la capacité globalement de tout effacer, ou de tout annuler. C'est un peu des deux. Il peut effacer ta vue, il peut annuler sa mort, il peut effacer une partie de l'espace pour se téléporter, etc., etc. Ça par exemple, c'est un pouvoir qu'on peut qualifier de pété ou de broken. Et bien sûr, cela concerne surtout les pouvoirs cosmiques, un peu liés au concept, ou même liés au temps. Par exemple, l'arrêt du temps, c'est un pouvoir broken, aujourd'hui au Brando, enfin bref. Du coup, les pouvoirs qu'on pourrait plutôt qualifier de élémentaires ou de basiques seront majoritairement des pouvoirs bruts. Tandis que, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, tous les pouvoirs un peu plus galactiques, conceptuels, etc., etc., seront plus de l'ordre du axe. Tout comme l'omnipotence d'ailleurs. Mais bon, après, quel que soit le pouvoir, il y a des limites. Par exemple, dans le cas de Bagi, sa limite, ça va être ses pieds. Ses pieds qui, bien, peuvent également se fragmenter, mais ces dernières ne peuvent pas voler. Et le corps de Bagi doit rester dans un certain périmètre de ses pieds. Par exemple, dans le cas de Bagi, c'est ça sa limite. Donc, s'il y a une limite à un pouvoir, c'est bien de le définir. Bon, après, bien sûr, dans le cas de Vegeta et là, le contrôle du ki, ça va surtout être lié à son endurance, etc. Mais bon, encore une fois, ce genre de subtilité, c'est un peu au cas par cas. En parlant de cas par cas, on peut également parler de l'équipement. Par exemple, la dernière lame qu'a obtenu Zoro, donc son dernier sabre qu'il a obtenu, a une certaine spécificité. Et dans certains cas, dans ce cas-là, il faut le préciser. Si par exemple un personnage a une épée divine, une hache démoniaque ou une arme relique artefact de l'élu du poil de cul, c'est bien quand même de dire qu'il a cette arme et de quoi cette arme est capable de base. Tout simplement. Et dans le même cas de figure, on peut également parler des invocations. Je peux être un paysan coincé au fin fond de la ferme, perdu au beau milieu de la montagne. Si je peux invoquer Cthulhu, moins de personnes ne m'embêteront, car pour passer sur mon corps, tu devras passer sur son corps à lui. Tout simplement. Et ensuite, le dernier pilier que représente un personnage, c'est le mental. Donc ça peut être l'intelligence, ce qui a rendu d'ailleurs Batman assez célèbre d'ailleurs. La volonté, qui est très shonen. La morale, par exemple de je ne tue personne, je respecte les règles, je ne fais pas de coups bas, j'ai mon honneur, etc., etc. La personnalité, par exemple, une personne qui est particulièrement arrogante n'aura pas la même façon de penser qu'une personne qui est particulièrement prudente. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, c'est à prendre au cas par cas. Du coup, tout ça, ça représente un personnage. Donc tout ça, ça serait mieux de le définir. Ensuite, nous avons le deuxième gros point, c'est l'environnement, l'univers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Il y a des terrains, ou même des périodes de la journée, qui peuvent avantager certains personnages. Comme je l'ai mentionné par exemple pour les hommes poissons. Si tu fais affronter Luffy et un homme poisson au beau milieu de l'eau,
il n'y en a qu'un seul qui rentrera chez lui, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si vous le faites affronter tous les deux, par exemple sur la terre ferme et il y a un petit lac, là c'est déjà un peu plus équilibré. Et il peut également avoir une notion de temps. Par exemple, les vampires, c'est connu, ça peut pas aller sous le soleil. Donc si tu veux le faire affronter à midi pile, soit tu fais en sorte qu'il pleut, ou qu'il y ait des gros nuages prévus pour quelques heures, ou soit tu le fais combattre sous terre, mais tu le fais pas combattre sous le soleil des tropiques. Parce que, encore une fois, là, il n'y en aura qu'un seul qui rentrera chez lui. Et puis, quelque chose d'un peu plus au cas par cas, encore une fois, c'est comment marchent certaines choses. Par exemple, le ki, ça représente l'énergie vitale d'un individu, tout comme le chakra, par exemple. Sauf que le chakra circule par des espèces de veines, de canaux prévus à cet effet. Alors que pour le ki, le ki d'une certaine façon, c'est un peu partout sur ton corps. Ça peut émerger de partout sur ton corps. C'est pas des veines bis qui fait circuler l'énergie. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est quand il y a certaines subtilités entre deux univers, soit tu fais en sorte de tout rendre universel, donc faire en sorte que par exemple un Neji qui affronte Goku, s'il fait son truc habituel pour bloquer la circulation du chakra ou donc de l'énergie, là faudra soit déterminer si le ki continue à circuler parce que le ki fonctionne pas de la même manière, ou si tu décides, on va dire que dans ce cas de figure, le ki fonctionne de la même manière que le chakra, et que donc Goku ne peut plus utiliser l'énergie. Voilà, c'est à peu près ce genre de choses. Après, ce genre de choses, c'est pas forcément à confondre avec les contradictions. Et là, comme contradiction, on va prendre la relation élémentaire entre Pokémon et Naruto. Rien que pour le Suiton et le Doton, donc la terre supérieure à l'eau, il y a un problème, car dans Pokémon, c'est l'inverse. C'est l'eau qui est super efficace contre la roche et le sol, qui peut être représenté justement par la pierre, enfin par le Doton, dans Naruto. Du coup, pour le côté environnemental, pour mettre les personnages en bonne condition, c'est toujours des choses intéressantes à parler en préparation. Et ensuite, le troisième point qui reconcerne les personnages, c'est l'égalisation. Car sur certains sites, on va faire en sorte de mettre certains personnages qui ne sont pas tout à fait au même niveau. Par exemple, pour la vitesse, en général, c'est surtout ça qui va être égalisé. Car tous les univers n'ont pas la même notion vitesse, puissance. Du coup, on va prendre deux personnages qui ont une puissance et une défense similaire, donc un corps similaire, mais ils ont des vitesses particulièrement différentes. L'autre court aussi vite qu'un quelqu'un qui fait du marathon, l'autre il court aussi vite que Flash. Tu vas faire en sorte de égaliser les vitesses, point, c'est tout. Ou soit tu peux prendre le personnage d'un moment en particulier. Par exemple, le Franky, tu vas le prendre avant post-ellipse, enfin avant l'ellipse, plutôt que après l'ellipse, étant donné que avant et après, c'est plus tout à fait la même chose. Le Franky d'avant est plus faible que celui d'après, ce qui est logique. Et du coup, le Franky d'avant n'aura pas la même facilité pour combattre certains adversaires que son lui futur. Par exemple, on va prendre Goku de la saga Namek et on va dire qu'on va le faire affronter le Luffy de Wano Kuni. Voilà, par exemple, un truc tout con. On prend deux personnages d'un moment donné. Ou soit tu les nerfs tout bêtement avec une excuse à la con. Du genre, je ne sais pas, par exemple, le Broly, ça va être son serre-tête qu'il a sur la tête pour limiter son pouvoir. Par exemple, pour Luffy, c'est allez, on va lui mettre
on va dire, qui s'est fait menotter par le granit marin. Et du coup, bah, il peut plus utiliser son élasticité, par exemple. Mais bon, je vais pas vous le cacher, ce dernier cas est bien plus rare. Je vais pas vous le cacher. Et ensuite, quatrième et dernier point concernant les combats en eux-mêmes, il s'agit tout bêtement des conditions de victoire. Comment tu veux, qu'est-ce que on est censé faire pour que quelqu'un, qu'est-ce que tu veux comme victoire pour que la victoire soit valide. Par exemple, le mettre KO, le mettre hors ring, par exemple, comme pour le Budokai Tenkaichi, même si dans ce cas-là, ça peut être tout simplement être happé dans une autre dimension. Le scellement, l'immobilisation, l'abandon, ou même tout simplement la mort. Et bien d'autres, etc., etc. Et du coup, bah, globalement, l'objectif de ce genre de débat, c'est de déterminer qui est le meilleur au combat, globalement. Mais avant, je vous avais parlé on parlait surtout de débat théorique. Mais du coup, c'est quoi un débat pratique? Ah, c'est simple, il n'y a pas de débat pratique. Parce que la pratique, c'est tout simplement l'auteur qui le fait. C'est lui qui décide du déroulement du combat. Est-ce que le personnage B va commencer par un crochet du gauche ou par une balayette, etc., etc. Est-ce que ce personnage va utiliser ce pouvoir ou non? Est-ce qu'il va essayer de le tuer ou non? Etc., etc. Du coup, il y a toujours mille et une possibilités à ce niveau-là. C'est un peu comme les théories tout à l'heure. Sauf que là, ça concerne surtout les combats. Celui qui aura le dernier mot, ce sera un auteur. Après, bien sûr, une fanfiction pourra toujours être considérée comme valide si tout le monde se dit oui, de cette manière-là, oui, il peut gagner. Donc de ce côté-là, encore une fois, vous inquiétez pas. D'ailleurs, à ce niveau-là, bah, nous avons la légendaire citation de Stanley qui n'a pas cessé de répéter à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, pas besoin de vous inquiéter pour ça. Celui qui décide, qui gagne dans son œuvre, c'est l'auteur, c'est le dieu, tout simplement. D'ailleurs, je vous laisse le lien de la description dans la description justement de la citation de Stanley. Parce que bon, repose en paix, faut qu'il reste dans les mémoires. Et ensuite, nous allons parler de la dernière catégorie, qui est aussi pointilleux que les combats, mais pas pour les mêmes raisons. Car là, on va vraiment toucher le subjectif. Oui, avant j'ai dit, oui, dans les présentes vidéos, j'ai dit que la subjectivité et l'objectivité, aucun des deux n'est un mal. Mais le problème, c'est que on a plus tendance de s'attirer des problèmes avec la subjectivité que l'objectivité. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que je parle des débats de jugement. Ça peut être des critiques abusives, des avis généraux, et bien d'autres joyeusetés dans le genre. Et là, j'ai presque envie de dire, bah, le déroulement, il est tout con. Analyse dans le sens de la critique, analyse en contre-sens de la critique, pour terminer sur une conclusion. Car, encore une fois, faut s'ouvrir à toutes les possibilités. Si on te dit, petit fan de One Piece, que One Piece, c'est de la merde, bah... oui, t'as droit d'un peu serrer les dents pour un peu gueuler. Mais... si lui, il arrive à comprendre que tu aimes, bah toi aussi, tu peux comprendre pourquoi il n'aime pas. Encore une fois, c'est dans les deux sens, hein. Du coup, à ce niveau-là... si il dit que One Piece c'est de la merde, bah, c'est qu'il y a une raison. Et quelle que soit cette raison, bah, je vais analyser dans le sens, donc en caressant dans le sens du poil, et puis en contre-sens du poil, au point il pourra me grogner dessus, moi j'en ai rien à faire, hein, je fais ma petite analyse, et puis je conclurai sur... après je conclurai en fonction de ce que j'ai analysé, hein, tout simplement. Et du coup, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Ça doit faire une demi-heure. Enfin, une demi-heure, si on compte les anciennes prises. Ça doit au moins faire 2 heures que je parle tout seul sur mon canapé. Et je commence un peu à avoir la gorge sèche. Ça, c'était l'anecdote de montage. Enfin, l'anecdote de tournage plutôt. Car oui, moi, j'ai toujours la mauvaise habitude de tout faire d'une traite. Hein, je fais comme je peux. Enfin, je fais ce que je veux plutôt. Et du coup, c'est là-dessus que je vais vous laisser. N'oubliez pas de proposer des sujets en commentaire pour qu'on puisse commencer
le départ avec un départ turbo à la Mario Kart. Du coup, c'est sur ce que je vais vous laisser. C'était Onitaku. Allez, ciao. Quelque chose à ajouter?